Bonjour à tous. Alors là, c'est pas un cours que j'ai donné à l'école d'infirmière, mais que j'ai fait pour une présentation dans un centre de rééducation. Juste pour un petit rappel sur des choses très pratiques, qu'est-ce qu'on fait quand on a un patient qui fait une crise d'épilepsie devant soi, en restant très simple et surtout en revenant un tout petit peu en arrière sur quelques vues réflexes d'intervention, sur du b.a.-ba, c'est un cours très simple. Alors, juste une crise d'épilepsie, on va surtout parler des crises généralisées, tonico-cloniques, qui sont les plus impressionnantes. Alors, j'ai mis cette image là pour vous rappeler qu'il y a des très bons auteurs de bande dessinée, notamment David Bay qui avait fait une bande dessinée très intéressante auquel je peux éventuellement vous renvoyer si vous êtes fan de BD. Alors, c'est quoi la problématique de la crise d'épilepsie? C'est d'abord, c'est très impressionnant en général quand un patient fait une crise, notamment quand l'entourage n'est pas médicalisé. La première crise est vécue parfois comme un état quasiment de mort imminente et même quand on a l'habitude, c'est très impressionnant, on a souvent des réflexes un peu d'intervention, on a envie de perfuser le patient, d'agir sur lui, alors que très souvent, il faut protéger le patient plus que d'agir directement sur la pathologie. Alors, c'est quoi une crise? D'abord, là, on va surtout parler donc de crise généralisée, mais dans les crises d'épilepsie, il y a d'autres types de crises. Soit partielles, hein, c'est qu'une partie du cerveau qui va être touchée. On peut avoir des crises qui donnent uniquement des mouvements d'un bras, d'une jambe, ou des troubles que sensitifs, ou des troubles visuels. Ou on peut avoir aussi des absences. Alors, la plupart des absences sont en fait des crises généralisées, c'est tout le cerveau qui va décharger, mais il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas forcément d'ailleurs de chute. Le patient va avoir une suspension de la conscience et on peut aussi avoir des crises myocloniques, c'est-à-dire des secousses en pleine conscience, soit d'un bras, soit d'un hémicorps. Alors, je vous disais, l'absence, c'est bien une crise généralisée. Ce terme de généralisé, c'est ça désigne la surface et la quantité de neurones qui vont faire des décharges. Si on enregistre une absence en électroencéphalographie, on se rend compte que la décharge, elle est diffuse. Pour les crises généralisées, donc tonico-cloniques, qui sont les crises où on tombe, on a tous ces mouvements, mais cette décharge va être donc diffuse et le schéma va être globalement toujours le même. On va d'abord avoir une perte de connaissance, on peut avoir aussi un cri inaugural, puis il y a une phase de contraction qui dure moins d'une minute, avec une contraction des bras et des jambes, également souvent des muscles du visage, puis une phase de clonie, c'est-à-dire des mouvements répétés synchrones qui vont également durer moins d'une minute, et ensuite le patient va être en phase post-critique. La phase post-critique, ça veut bien dire que si on fait l'électroencéphalogramme, il n'y a plus de décharge, et le patient est en fait en train de récupérer. Et là, le patient, le temps que les neurones se rechargent, vont être très somnolents, vont avoir du mal à reconnaître leur entourage, vont parfois être confus. Il peut y avoir des phases également d'agitation. Et cette phase n'est plus considérée comme étant réellement une phase de crise. Alors il n'y a pas que des crises généralisées, il faut se méfier. Parfois on a des patients qui font des malaises, des pertes de connaissance, des mouvements anormaux qui ne sont pas des épisodes épileptiques. On connaît tous les crises de tétanie avec la main en accoucheur qui se crispe. Souvent les patients disent qu'ils ont entendu ce qui se passait autour d'eux. Il y a aussi des pseudo-crises ou des crises non épileptiques où il y a parfois des mouvements qu'on ne voit pas normalement dans une crise généralisée, des mouvements de négation de la tête. Et puis, il y a un caractère souvent suggestif du déclenchement de la crise. Et quand on fait des biologies ensuite aux patients, souvent il n'y a pas d'augmentation des CPK, il n'y a pas de lyse musculaire. Alors, les crises présentent quand même des risques hein, au moment de la crise, notamment de chute, de traumatisme. Et puis, il y a le risque ensuite d'évoluer vers ce qu'on appelle un état de mal, c'est-à-dire une crise qui ne va pas s'arrêter spontanément. Alors pendant la crise, il y a toujours un peu aussi cette inquiétude de savoir est-ce que le patient peut faire un problème cardiaque, est-ce qu'il peut avaler sa langue, est-ce qu'il peut se blesser. Et en réalité, quand on arrive sur une crise classique, il faut revenir à des réflexes de secouriste et pas des réflexes ni de médecin ni d'infirmière. Il faut simplement éviter sauter sur la perfusion et de ne pas protéger le patient. Il faut simplement éloigner les objets, retirer les lunettes, desserrer les vêtements. Et une fois qu'on est dans la phase post-critique, on met le patient sur le côté, on évite qu'il se vomisse directement dans les bronches et qu'il inhale. Et puis il faut aussi se retirer dans la tête l'idée que le patient va avaler sa langue et va s'étouffer avec sa langue. Ce n'est pas la peine d'aller mettre des doigts ou un objet dans la bouche pendant la phase tonique et clonique. Pendant cette phase-là, au contraire, on risque de casser des dents, on risque d'être mordu, et donc il faut retirer complètement ce concept qui traînait il y a quelques années.
Il y a des choses qui sont utiles, on peut mettre de l'oxygène. Alors c'est vrai que c'est intéressant si vous êtes plusieurs, mais si vous êtes tout seul dans la chambre, il ne faut pas laisser le patient se blesser pendant que vous branchez l'oxygène. Il faut hiérarchiser vos réflexes. Mettre un scope, pourquoi pas, évidemment. Mettre une voie veineuse, pourquoi pas, si vous êtes 3 ou 4. Mais sur une crise habituellement, la résolution de la crise étant spontanée et en moins de 2 minutes, on a le temps de ne rien faire. On peut ni mettre de l'oxygène, ni mettre une perfusion. On s'occupe du patient, on le met en PLS en post-critique, et éventuellement on appelle si on a besoin d'un coup de main. Par contre, faire un dextro, c'est important parce qu'on a des patients qui font des crises généralisées et qui sont symptomatiques d'une hypoglycémie. Donc le dextro doit rester systématique. Ça, c'est un petit rappel de ce qu'on voit sur l'électroencéphalogramme pendant la crise. Vous avez d'abord des rythmes rapides pendant la phase tonique et puis ensuite des décharges de polypointonnes souvent au moment de la phase clonique et ensuite dans la phase post-critique. L'électroencéphalogramme s'aplatit, on n'a plus de crise, il n'y en a plus de décharge, c'est simplement une recharge cérébrale, une recharge des neurones qui explique pourquoi le patient est somnolent. Alors en cas de crise simple, donc surtout il faut dédramatiser. Les patients qui sont épileptiques, qui font des crises à la maison, on ne les hospitalise pas, on ne les envoie pas systématiquement aux urgences, ils ne voient pas systématiquement un médecin tout de suite. Et donc très souvent c'est géré dans le plus grand calme quand les gens sont tout à fait habitués à ce genre de situation. Pour le réflexe médical, on n'est pas obligé de faire du Rivotril pour une crise simple, il faut même éviter de le faire, sinon le patient va être somnolent ensuite de manière exacerbée, pas parce qu'il a fait une crise, mais parce que votre intervention aura été délétère. Si le patient est épileptique connu, qui fait une crise, et que les choses sont déjà gérées et diagnostiquées, c'est pas la peine d'aller refaire un scanner, une IRM en urgence si le patient récupère après sa crise. Il n'est pas forcément nécessaire de le médicaliser. Nous, la plupart de nos malades nous rappellent après, en disant j'ai fait une crise la semaine dernière, et avec lui au téléphone, on va augmenter le traitement, on va gérer le traitement de prévention. Si la crise n'est pas résolutive, et c'est là qu'il faut intervenir, il faut médicaliser, on va évoluer vers un état de mal, et l'état de mal, lui, il va engendrer un risque pour le patient, un risque vital, un risque fonctionnel, et les mises à jour globalement des recommandations vont ouvrir une intervention plus précoce. Le message principal, alors je vais aller simple sur ces recommandations, c'est surtout que si la crise dure plus de 5 minutes, il faut déjà être actif de manière entre guillemets agressive. C'est-à-dire que l'état de mal, la définition officielle, c'est plus de 30 minutes, mais en réalité une crise qui dure plus de 5 minutes a un tel taux d'évolution vers un état de mal authentique qu'il faut déjà mettre un traitement antiépileptique sur lesquels le choix se reportera sur le médecin, mais on est déjà sur une intervention. On n'attend pas de 30 minutes que le patient soit rentré dans la définition de l'état de mal pour le traiter comme tel. Voilà.